Bonjour, Hubert Huertas, à mes côtés Christophe Gueniot. Bonjour. Pour le 34e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Est-ce une touche de verre? Est-ce un rideau de fumée? En tout cas, François Hollande paraît miser sur l'environnement. Quelques jours après la conférence environnementale qui s'est tenue à l'Élysée, en plein sommet de Lima sur le réchauffement et en perspective du sommet international sur le climat qui se tiendra à Paris courant 2015, notre invité est Laurent Pinatel. Bonjour. Bonjour. Laurent Pinatel, vous êtes agriculteur, vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne. On constate souvent que les intérêts des écologistes et les intérêts des agriculteurs sont divergents et c'est souvent assez électrique entre ces deux groupes de la société française. Vous êtes agriculteur. Est-ce que vous vous sentez concerné par toutes ces grands-messes sur l'environnement? Oui, nous, à la Confédération paysanne, on se sent concerné par toutes ces grands-messes, qui restent des grands-messes, mais j'y reviendrai. En fait, il nous semble que les premiers écologistes, c'est les paysans. Quand ils font correctement leur métier, quand ils respectent l'environnement, quand ils mettent en place sur leur ferme des pratiques qui sont vertueuses. Enfin, nous, on revendique une agriculture paysanne à la Confédération paysanne. Une agriculture qui mette l'homme au cœur du débat, en fait, avec un nombre d'animaux défini, avec c'est un très lien au minoritaire, sol. hein, en tout cas dans ce qu'on entend, montée du monde agricole, ce que vous dites là. Oui, c'est minoritaire, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui rentrent en démarche d'agriculture paysanne. Moi, j'aime bien dire que l'agriculture paysanne, c'est une démarche et que l'agriculture industrielle, c'est une dérive. Et on voit que l'agriculture industrielle, qui dérive puissamment ces jours-ci, elle a des ardents défenseurs. Des ardents défenseurs qui stigmatisent justement les écolos, qui vont mettre du fumier de partout dans les agences de l'eau. C'est vachement symbolique d'aller mettre du fumier dans une agence de l'eau comme ils l'ont fait à Toulouse. Et ces gens-là font du mal à l'agriculture. Quand la FNSEA s'attaque au système agricole émergent en disant oui, mais il y a trop d'écologie dans notre histoire. Mais il n'y a pas trop d'écologie. Si aujourd'hui on est paysans, c'est qu'il y a des gens qui nous ont légué une planète qui est à peu près en état de marche. Vous parlez de gens qui font du mal à l'agriculture. Ces gens, comme vous dites, disent que vous faites du mal aux agriculteurs. Ils nous disent, effectivement, ils nous accusent de faire du mal à la profession agricole. Alors moi, il se trouve que ça tombe bien, la profession agricole, je ne m'y retrouve pas trop dedans. J'estime qu'un paysan, c'est un citoyen avant tout. Un citoyen, il doit se sentir impliqué par l'ensemble des problématiques qui sont celles de la société. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas accès à une nourriture de qualité. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas accès à une alimentation tout simplement, quoi. Et la question alimentaire, elle doit être au cœur des débats. On nous parle des pesticides. Il faut 3 000 € pour décontaminer 1 mètre cube d'eau contaminée aux pesticides. Je veux dire, c'est un coût insupportable pour la société. Mais l'agriculteur qui dit, moi, si je ne mets pas de pesticides, je ne m'y retrouve pas. Quand vous êtes devant lui, qu'est-ce que vous lui dites? Eh bien, nous, ce qu'on lui dit, c'est aller visiter des gens qui ont choisi des alternatives aux pesticides. Aller visiter des gens qui ont choisi de pratiquer l'agriculture autrement. Alors après, ça, c'est l'intérieur du cadre dans lequel on évolue. Et je pense que le cadre politique qui nous est fixé par la PAC, par Stéphane Le Foll, par François Hollande, il doit obligatoirement évoluer. Aujourd'hui, on nous a fermés dans un truc où les aides de la PAC, plus on a de vaches, plus on touche, plus on a d'hectares, plus on touche, plus on a du bio, moins on touche. C'est une décision de Stéphane Le Foll. Donc voilà, il faut faire bouger ce cadre-là, c'est le rôle du syndicat agricole, mais il faut aussi faire bouger les pratiques, et ça c'est simplement le rôle du dialogue sur le terrain. Mais Christophe Gueniot. Dans les arguments qu'on entend aussi, il y a celui qui quand même marque un peu, c'est-à-dire ils disent mais si jamais on passait au bio, si on faisait du local, etc., si on arrêtait l'agriculture productiviste pure, comment on nourrirait 13 milliards de personnes en 2050? C'est les chiffres à peu près, quoi. Et vous répondez quoi à ça? Et bien, si on passait au bio, comment on nourrirait 13 milliards de personnes? On les nourrirait en bio, en fait, tout simplement. On y arrive? Ben oui, on peut y arriver, évidemment. Quand on voit que les pratiques agricoles en bio, elles permettent de maintenir des rendements peu ou prou. Enfin, il y a quand même 30% de produits alimentaires qui sont gaspillés partout. 30%, ça fait quand même un peu des marges de manœuvre. Et puis les pratiques bio, quand on utilise l'agronomie pour remplacer la chimie, on arrive à avoir des rendements qui sont grosso modo semblables. Après, il faut aussi revoir notre modèle alimentaire. On sait qu'effectivement, on consomme trop de viande. On sait qu'effectivement, de faire transbahuter des animaux à l'autre bout de la planète, ça a un coût. Enfin, un taurillon qui est chargé, par exemple, à Courtine dans la Creuse, pour être abattu à Vitré dans l'Ille-et-Vilaine et qui va être consommé au Maghreb, la carcasse, elle va quand même perdre un peu en route. Enfin, il y a des choses aussi de bonne cohérence et de bonne intelligence qu'il va falloir remettre en place.
Le sommet de Lima sur le réchauffement, vous avez envoyé des représentants, la Confédération paysanne. Il est présenté comme un sommet qui fait un petit peu avancer le schmilblick, si j'ose dire, les choses. Vous pensez qu'on avance un petit peu dans cette prise de conscience? La prise de conscience, elle avance. Mais après, c'est vrai que le climat, c'est complètement... on n'arrive pas à le palper, quoi. On se dit, oui, effectivement, il y a un dérèglement climatique. Mais enfin, moi, qu'est-ce que je vais faire individuellement, qu'est-ce que je vais faire? Et le mouvement des Alternatiba est très intéressant, dans ce sens-là, de dire chacun a son rôle à jouer. Et l'agriculture, et c'est dans ce sens-là qu'on s'inscrit en envoyant une délégation à Lima, la Confédération paysanne, c'est de dire l'agriculture paysanne, elle peut refroidir la planète. Parce qu'on travaille sur des cycles herbagés plus longs, on travaille en utilisant nettement moins le tracteur, moins d'énergie fossile. Alors ça ne veut pas dire qu'on travaille avec des chevaux. Hein. Ça veut dire que, par exemple, sur les systèmes maïs-régras, on laboure au printemps pour faire un maïs, on va relabourer à l'automne pour faire un régras, qu'on va relabourer au printemps pour faire un maïs. Je veux dire, si on utilise des prairies longue durée de 7-8 ans, on limite l'utilisation du tracteur, donc on va contribuer au refroidissement de la planète. Et ces propositions, elles sont portées par des pays ou par des représentants des pays, je veux dire, à ce qu'on a appelé les grands messes tout à l'heure? Alors nous, on essaye de convaincre les gouvernants que dans les politiques agricoles, on doit aborder le problème sous un angle global et pas sous l'angle uniquement production. Le problème, c'est que Stéphane Le Foll, lui, il veut maintenir la production en France. Nous, on aimerait maintenir les producteurs. Il n'a pas tout à fait saisi la nuance, mais on continue à lui expliquer. Et après, sur COP21, c'est Fabius qui va gérer, puisque c'est le seul grand sommet qui va être organisé en France. Sur le climat, c'est plus Ségolène Royal. Il y a la conférence environnementale à laquelle on n'a pas voulu inviter la Confédération paysanne. Donc il y a tout un tas de choses. Donc nous, on estime que on va créer des alternatives, s'inscrire dans un mouvement citoyen qui va peser sur les débats, de manière à ce que les politiques portent notre discours. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la conférence environnementale, justement, en dehors du fait que vous n'ayez pas été invité, mais qu'est-ce qui en est sorti? Vous pensez que ça avance un peu aussi ou... Je crois qu'au bout d'un moment, il faut arrêter les grands discours et mettre des actes très forts en face. Et pour reparler uniquement du volet agricole, quand on voit qu'on continue à dire peut-être qu'il va falloir arracher des haies pour optimiser, peut-être qu'il va falloir quand même continuer à avoir recours aux pesticides, qu'il va falloir continuer à exporter. Enfin, il y a un coût au niveau du climat quand on exporte. Quand on produit du lait liquide en Bretagne, qu'on le déshydrate et qu'on l'envoie en Chine, il y a un impact sur le climat fort. Donc ces politiques-là, on peut bien faire toutes les grands-messes qu'on veut, tant qu'on ne reprendra pas le problème à la base. Pour parler de la question agricole qui me concerne, tant qu'on ne reprendra pas le problème à la base, on n'arrivera à rien. Ah si, peut-être, comme l'a dit François Hollande, que maintenant l'Élysée, elle a imprimé ses papier recto verso pour faire des économies. Ouais. Vous vous moquez un peu là. Hein. Il l'a dit. Ah non, pas du tout. On avait cru. Ségolène Royal qui vous a proposé un siège pour la prochaine conférence sur l'environnement. Vous irez, bien que ce soit une grand-messe que vous paraissez considérer comme superflue? Nous, on apprécie le geste de dire on va inviter les gens qui ne l'ont pas été. Vu que ça fait 6 mois qu'on demande à y être, elle aurait pu aussi nous inviter avant. Ça aurait été sympathique, on aurait apprécié. Mais bien évidemment qu'on va y aller. On va y aller pour porter une voix différente, une voix dissonante, par exemple de la FNSEA sur le secteur agricole, et pour porter une voix positive en fait. Aujourd'hui, tout le monde s'affole. Voilà, il y a des inondations dans les Pyrénées-Orientales, il y en a eu dans le Gard, il y en a eu dans le Var. Il faut peut-être se poser la question des pratiques agricoles sur la façon dont on peut absorber ces dérèglements climatiques. Comment on a fait pour tuer les sols de manière à ce qu'ils n'absorbent plus les quantités d'eau qui tombent. Alors après, ça n'empêche pas que le dérèglement climatique y fait qu'il y a des inondations régulières. Est-ce qu'en France, la préoccupation environnementale, l'écologie, n'a pas une image détestable, à savoir la sensation que partout où on a cette préoccupation, il y a des conflits. Les bonnets rouges, il y a eu un conflit gros, l'écotaxe, le barrage de Sivins, et puis peut-être un autre conflit qui fait la une, peut-être et même sûrement, un autre conflit qui fait la une depuis quelques semaines et qui commence à être connu de tous les Français. Et ce conflit concerne directement la Confédération paysanne. C'est la ferme d'Émile Vache, un énorme élevage dans la Somme. Quelques images pour se donner une idée. Laurent Pinatel, vous êtes personnellement impliqué dans cette affaire puisque vous avez été condamné sévèrement d'ailleurs avec 8 de vos camarades. Vous avez été condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis.
Contre quoi vous luttez? Vous luttez contre une monstruosité faite aux animaux, contre une concurrence déloyale, contre une atteinte à l'environnement? On lutte contre une dérive en fait. On lutte contre une dérive industrielle qui va emporter toute l'agriculture. Sans faire un grand cours d'histoire, depuis la nuit des temps, l'homme préhistorique, la société s'est construite autour de la question alimentaire. Et cette question alimentaire, elle a toujours été confiée à des paysans. Et tous les besoins qu'on a créés autour, ils ne servaient qu'à rapporter de l'argent pour acheter une alimentation de qualité. Et c'était toujours les paysans qui fournissaient l'alimentation. Aujourd'hui, on a une dérive avec la ferme-usine des 1000 vaches, de dire l'alimentation, c'est un industriel qui va la produire. Alors ça existe déjà dans d'autres pays. On nous dit aux États-Unis, voilà, il y a des feedlots, il y a des fermes de 10 000 vaches, c'est merveilleux, un système alimentaire. Personnellement, j'envie pas le rapport taille-poids de l'Américain moyen. Hein. Et je ne suis pas sûr qu'au pays de l'excellence culinaire, on doive prendre comme modèle l'alimentation américaine. Donc pour la première fois, on va voir l'alimentation confiée à un industriel. Et l'industriel, il est comme tout le monde, quoi. Je veux dire, il n'a qu'un seul intérêt, le profit. Donc nous, on dit, l'alimentation, elle doit être confiée à des paysans, elle doit se faire dans des tailles de fermes correctes. Et donc on a combattu la ferme des 1000 vaches, on a fait une action, on a fait 2 actions, on a fait 3 actions, on a été convoqué devant le tribunal. Effectivement, on a eu des peines plutôt lourdes, avec un verdict extrêmement rapide, 9 heures d'audience, 3 quarts d'heure de délibéré, 5 mois de prison avec sursis, donc pour le porte-parole de la Confédération paysanne, c'est-à-dire moi. Et puis je suis à nouveau convoqué, là, d'ici 2 ou 3 jours, au commissariat de ma commune, parce que dans une action de la Confédération paysanne contre le sieur Ramery, on a cassé une vitre. Pour votre défense devant le tribunal, mais déjà précédemment pour d'autres actions, vous évoquez la désobéissance civile. On a l'impression que ça ne fait pas tellement avancer les consciences, alors que c'est un peu le but à l'origine. Comment vous voulez peut-être plus communiquer ou qu'est-ce qui est... Aujourd'hui, je pense que le débat sur l'industrialisation de l'agriculture, il a été posé par la Confédération paysanne. C'est un concept, quand on est rentré sur la ferme-usine le 12 septembre 2013, personne n'en parlait. C'est quelque chose qui existait, on ne l'a pas inventé. Aujourd'hui, ça fait la une de tous les journaux. Le procès des 9 d'Amiens, ça a été le procès de l'industrialisation de l'agriculture. Donc on a posé ce débat-là. Et il faut que les citoyens se réapproprient la question alimentaire. De dire, est-ce qu'on veut que notre alimentation elle soit faite dans des fermes ou dans des usines? C'est un vrai débat. Il y a de nombreux parlementaires qui se saisissent de cette question-là, qui alimentent le débat. Après, c'est au président et au ministre de l'Agriculture de trancher. On fait une loi cadre pour interdire les fermes-usines. Oui, non, c'est tout, quoi. Mais le droit à la désobéissance que vous mettez en avant, est-ce que vous n'ouvrez pas une formidable porte vers on ne sait pas trop quoi? Parce qu'après tout, le droit à la désobéissance civile, hein, les adeptes du anti-mariage de la Manif pour tous, ils l'ont évoqué aussi. Tout à fait. Là, on touche un élément fondateur de la société. On est dans une société qui est quelque part un peu à la dérive, en manque de repères, pourquoi, comment, peu importe. C'est sur la question agricole que peut se reconstruire la société, parce que c'est historiquement là-dessus qu'elle s'est construite. Et le fait de standardiser l'alimentation, le fait de vouloir faire, à la place des 70 000 paysans qu'il y a en France, producteurs de lait, de faire seulement 2400 fermes-usines, ça porte atteinte à l'emploi. Enfin, il n'y a pas de cohérence. François Hollande, il dit il y a 4,5 millions de chômeurs, il faut régler le problème, mais on va balancer 70 000 paysans au chômage. Enfin, il faut un peu de cohérence. Donc, en désobéissant, et on a revendiqué cette désobéissance, on pose un acte simplement pour apporter de l'eau au moulin des parlementaires qui vont se saisir aujourd'hui de la question. Je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible avec les mariages, les anti-mariages gays. Nous, on se bat pas pour... La comparaison, c'est le principe de la désobéissance. J'ai le droit de désobéir. On ne se bat pas pour que d'autres aient moins de droits. On se bat simplement pour que le bien collectif soit utilisé différemment. Il y a une dimension dans la ferme des 1000 vaches là, dont vous ne parlez pas et qui commence à affleurer, et pas seulement à affleurer dans la société, c'est celle de la maltraitance des animaux. Et on entend dire qu'il y a quelque chose de monstrueux à traiter comme ça, des animaux dont le sabot ne touchera jamais une parcelle de terre, ou les élevages de poulets, on en parle également. Est-ce que ça vous concerne, ou bien vous pensez que c'est subalterne et réservé à Brigitte Bardot? C'est quelque chose de nouveau, effectivement, dans le débat sur l'industrialisation de l'agriculture, que de dire le bien-être animal, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a eu une évolution du statut de l'animal qui a été votée par le Parlement. Et là, effectivement, on se retrouve devant des animaux, 1000 dans une même usine, qui effectivement ne vont pas aller dehors parce qu'il faudra des surfaces énormes. Ça va être très compliqué. Nous, à la Confédération paysanne, on revendique que chaque personne doit s'adapter à son système. Et on revendique aussi que les fermes, elles doivent être à taille humaine. Il y a des fermes à taille humaine, les animaux, ils pâturent forcément. Il doit y avoir un lien fort entre l'animal, l'environnement et l'homme.
Et là, on ne l'a plus du tout dans le cas de la ferme-usine. Dans le journal Reporter, ce qui est le journal de la Confédération, on peut trouver une carte des résistances. Hein. Alors on y trouve Sivens, bien sûr, la ferme des Mille-Vaches, bon, c'est normal, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais on se trouve aussi une bataille contre un incinérateur, un écomusée à Monaco, une mine d'or dans la Creuse, une autoroute entre Toulouse et Castres, mais aussi contre des TGV, des trains à grande vitesse Lyon et Turin, Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Hendaye. En clair, est-ce que vous ne soutenez pas finalement des mouvements qui sont contre l'auto, contre le train et contre l'avion? Nous, on revendique un autre modèle de développement. Alors, on rentre par la porte agricole, effectivement, mais on revendique un autre modèle de développement et un autre modèle de société. Moi, je suis allé plusieurs fois sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes depuis plusieurs années pour voir comment ces gens s'étaient appropriés une espèce d'autonomie et s'étaient fait une bulle dans laquelle ils évoluaient avec des règles qui étaient plutôt les leurs. Donc, soit on se satisfait de ça, c'est-à-dire de dire, voilà, il y a des gens, effectivement, ils ont choisi de vivre autrement parce que le système va les broyer. Ou alors, on met tout le poids du corps pour dire... on prend note qu'il y a des alternatives qui se mettent en place, mais il faut que le cadre politique, il faut que le cadre collectif dans lequel on évolue, il change les règles pour trouver un espace pour tous. Ça ne revient pas à tout arrêter? Ça ne revient pas à tout arrêter, bien sûr que non. C'est le cas quand même. Hein. Non, parce que la ferme-usine, elle est complètement aberrante. Le Lyon-Turin, pour parler d'un dossier que je connais bien, voilà, on pourrait faire les évolutions prévues du trafic entre Lyon et Turin ont été largement surévaluées. Aujourd'hui, ce projet, il est complètement daté. Sivens, c'était quand même Mitterrand qui était président de la République à l'époque où on a lancé le projet. Notre-Dame-des-Landes, c'était Pompidou qui était président de la République à l'époque où on a changé le projet. Et on va nous faire croire que le projet n'a pas bougé et que la société autour n'a pas bougé. Forcément que si. Je regrette, mais depuis 1994, lancement de Sivens, la problématique eau dans la région du Tescou, elle a changé et il faut changer le projet. Nous, on n'est pas contre l'irrigation, mais on est contre le projet qui est proposé à Sivens, inévitablement. La proposition des référendums locaux pour les projets sensibles qui a été lancée par François Hollande, ça vous paraît être une bonne solution ? C'est toujours une bonne solution que d'aller demander l'avis des citoyens. C'est aussi un acte pas très courageux de dire « moi je décide pas et je laisse les gens se débrouiller tout seuls ». Après, nous on croit beaucoup aux actes politiques forts. Qu'est-ce qu'on veut comme cadre politique? Qu'est-ce qu'on veut comme politique agricole? On veut combien de paysans? 400 000 aujourd'hui, 200 000 demain, ou on veut passer de 400 à 600 000? Et ça, c'est pas les référendums locaux qui vont définir. C'est le cadre politique, c'est de dire nous, le chapeau politique dans lequel on veut voir évoluer l'agriculture, c'est celui-là. Le chapeau politique dans lequel on veut voir évoluer l'environnement, c'est celui-là. Et c'est pas les référendums locaux sur tel ou tel projet qui vont faire émerger des lignes politiques fortes. Mais il faut un cadre politique, et après, effectivement, il faut consulter les gens localement, dans un cadre politique fixé. Mais là, on a des projets qui, localement, quand même, font un tel bruit qu'elles paraissent bloquer l'ensemble de la vie politique du pays sur ce coin-là. Donc est-ce que le référendum qui permettrait de demander à l'ensemble des habitants de cette région, et pas seulement à ceux qui protestent, est-ce que ça ne serait pas un bon moyen de déminer quand même? Oui, mais est-ce que l'intérêt général, il doit se contenter sur des simples cas particuliers? Je prends l'exemple de Sivens. Sivens, il y a des producteurs de maïs essentiellement des agriculteurs, qui disent nous, on a besoin d'eau pour irriguer parce que le maïs, il n'irrigue pas. Moi, je suis sur une ferme à côté de Saint-Étienne avec ma sœur. Si demain nous vient l'idée de faire des oranges, on ne va pas aller demander des subventions à tout le monde pour nous faire des serres chauffées pour faire des oranges. On va adapter, c'est ça l'agriculture paysanne, on va adapter notre production à notre terroir. Après, il y a une réalité qui fait qu'il y a certaines fermes qui nécessitent d'être sécurisées en eau sur le barrage de Sivens. Il faut simplement réévaluer et redimensionner le projet, peut-être avec des petites retenues d'eau à la ferme, mais ça, c'est pas un référendum, c'est pas de dire, voilà, on vote et une fois qu'on a voté, il y a les pour, il y a les contre. C'est comment on organise la concertation et comment surtout, et c'est là où on bute avec ce gouvernement, c'est cette absence de vision globale, de cadre politique global. On agit au coup par coup. Il y a Sivens, comment on va faire? Il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a Chambaran qui vient le Center Park dans l'Isère qui vient de débuter. Ça en sort de partout. Donc ça veut bien dire qu'on n'a pas cadré l'histoire et qu'on a laissé quand même l'agriculture être la variable d'ajustement de l'appétit des promoteurs, des industriels. Et ça ne peut pas durer, ça. Et le Satori écolo de François Hollande, vous pensez qu'il va se transmettre et qu'il va se répandre dans tout le gouvernement et justement à Stéphane Le Foll? Stéphane Le Foll, il nous parle beaucoup d'agroécologie. Hein. Il parle énormément d'agroécologie, de remettre dans les formations agricoles un petit peu plus d'initiation au bio, de pratiques agricoles différentes. Donc ça, c'est vachement bien. Et puis dans la réforme de la PAC, il supprime les aides à l'agriculture biologique. Donc voilà, moi je peux pas dire plus, on constate, c'est tout.
Et pour terminer, donc François Hollande qui veut laisser sa trace et que sa trace, elle soit environnementale, vous diriez, vous, au bout de 2 ans et demi de mandat, pour les 2 ans et demi qui restent, si tu veux laisser ta trace, mon cher, dépêche-toi, qu'est-ce que vous lui diriez? Il faut des actes forts. S'il veut aujourd'hui, dans les 2 dernières années de mandat, laisser une trace forte, il faut avoir du courage. Le courage, c'est d'arrêter immédiatement l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est d'imposer un moratoire sur tous ces grands projets inutiles et de dire mais quel développement on veut. Et au niveau agricole, de la même façon, c'est de dire on fait une loi cadre et on interdit les fermes-usines parce que la France a décidé que voilà, on faisait marcher une exception agricole française. Et nous, l'alimentation des citoyens, c'est quelque chose d'important. Au pays d'excellence culinaire, c'est important et on ne veut pas que l'alimentation soit faite dans des usines. Et on dit à Michel Ramery, si proche de François Hollande soit-il, on dit à Michel Ramery, tu ne fais pas de ferme-usine. Il faut du courage. Merci, Michel Ramery, qui est le créateur, le promoteur de la ferme des 1000 vaches. Merci Laurent Pinatel. Ainsi s'achève ce 34e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Merci à Christophe Gueniot qui l'a préparé et présenté avec moi. Et puis en régie, merci à toute l'équipe de 5e étage production qui assure donc la réalisation.